Voilà. Et donc j'ai été, toutes ces dernières années, confronté dans ma pratique de psychiatre hospitalier, dans ma vie personnelle également, à l'évolution du processus démentiel et qui me faisait constater au jour le jour l'exil progressif qu'il représente pour un sujet vis-à-vis de son entourage, à travers le naufrage de la mémoire, l'historicité également, et surpris de la prévalence accordée à l'abord neurologie quasi exclusive de ces pathologies. C'est à partir du concept très riche et très opératoire d'enveloppe psychique, surtout d'enveloppe de mémoire, que j'ai pu axer et renouveler ma réflexion sur les causalités psychiques de ces affections, la question posée étant la suivante: y a-t-il des configurations psychopathologiques qui préparent le ravage progressif de la mémoire, qui le préfigurent, qui le favorisent? Disons quelques mots sur la notion d'enveloppe psychique, développée surtout par Didier Anzieux, mais également par Didier Houzel. Si le moi-peau est un espace fermé, différenciant à l'intérieur l'espace psychique avec ses contenus, ses affects, ses pensées cognitives, et au dehors le monde, les autres individus, la réalité culturelle, l'enveloppe psychique se présente, elle, comme une membrane souple, perméable, qui différencie le dedans et le dehors de l'appareil psychique en permettant les échanges. Elle représente une limite de différenciation, non fermée, interface, lieu de passage, qui filtre et différencie monde interne et monde externe, objet animé, objet inanimé, qui illustre le fonctionnement psychique. C'est donc un lieu d'inscription de la trace et d'une mémoire. Une mémoire de la sensation, une articulation entre l'expérience sensorielle et la construction de l'espace psychique. L'enveloppe psychique a une fonction de parexcitation et de surface d'inscription, signifiant le lieu des passages et des ruptures. Elle est constituée de plusieurs feuillets intriqués. Je suis toujours les développements de Didier Anzieux et de Didier Houzel. Sonore et musical, mémoire et historicité, onirique, et bien évidemment sensitivo-sensoriel, plaisir, douleur. Une déformation ou une disparition momentanée ou durable de l'enveloppe psychique accompagne les crises psychiques pouvant provoquer une altération du fonctionnement mental. On peut rapprocher cette notion du concept de pictogramme de Pierre Aulagnier, de l'espace transitionnel de Winnicott, de l'image inconsciente du corps de Françoise Dolto, sans que ces notions recouvrent exactement les mêmes critères et les mêmes définitions. Le terme d'enveloppe de mémoire, en ce qui concerne les évolutions démentielles, nous paraît opératoire car il n'exclut aucune des hypothèses causales de ces affections et permet donc une plus large réflexion anamnestique et étiologique. Les problématiques psychiques organisées autour du déni, en maintenant hors conscience les blessures narcissiques irréparables, sont porteuses de trous de mémoire irréversibles. De même que Didier Anzieux décrit une fonction toxique du moi-peau qui se met au service de Thanatos, il existe aussi des altérations de l'enveloppe de mémoire qui devient unique empoisonnée, autodestructrice, amenant à fuir toute remémoration ou la rendant impossible, effaçant la mémoire du sujet et ses propres souvenirs traumatiques. Cette fonction défensive ou toxique de l'enveloppe de mémoire provoquerait, selon notre hypothèse, des lacunes, des trous qui pourraient être les ferments de la démence sur lesquels le processus démentiel se développerait. Quelles pourraient être les configurations symptomatiques susceptibles d'être à l'origine de ces lacunes dans l'enveloppe de mémoire, responsables de ces blessures de mémoire, voire de ces entames définitives et inéluctables, soumises alors à l'influence prédominante de Thanatos et de l'été?
Sur cette enveloppe psychique effractée ou déshabitée, c'est un terme de Didier Houzel, se constitueraient, c'est notre hypothèse, de manière progressive, des processus amnésiques qui effaceraient l'histoire d'un sujet de manière définitive et inéluctable, organisant l'oubli de l'histoire et des traumas, comme si c'était sa fonction première. Nous pourrions regrouper ces entités sous 4 registres, dont le premier est les carences de la relation précoce. Donc, les carences de la relation précoce, je m'en rapporte à Winnicott, qui met à l'origine de certains traumas précoces de la prime enfance la notion d'empiètement dans laquelle l'intimité du sujet est envahie. Les enveloppes psychiques du sujet sont effractées une à une, jusqu'à ce que la dernière barrière para-excitatrice, celle du moi, soit sur le point de céder, avec un risque d'éclatement du moi et une perte d'autonomie dans la maîtrise des éléments extérieurs, dans les processus d'individuation. Ces processus peuvent aboutir à l'absence de sentiments continus d'existence, voire à une remise en cause de l'identité du sujet, qui peut se prolonger ainsi sur l'ensemble de la vie, accentuant la vulnérabilité du sujet devant le vieillissement. Ces lésions précoces de l'enveloppe psychique fragilisent durablement, voire définitivement, l'enveloppe de mémoire. Je renvoie ici à l'article de Winnicott, La crainte de l'effondrement. Je le cite, « Mais il n'est pas possible de se souvenir de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, et cette chose du passé n'a pas encore eu lieu, parce que le patient n'était pas là pour que ça ait lieu en lui. » Nous parlons ici de la vulnérabilité psychique acquise durant une enfance traumatique et responsable de mécanismes de défense inadéquats, insuffisants, inopérants, ne permettant pas d'ajustement au stress, aux agressions internes ou externes, du fait d'une trop grande fragilité du parexcitation sur lequel se constitue l'enveloppe de mémoire. Quelles sont les conséquences lointaines et ultérieures sur l'apparition d'une démence ou sur une prédisposition à la démence? La question se pose. D'autres configurations psychopathologiques trouent l'enveloppe de mémoire en effaçant des pans entiers de l'histoire du sujet. C'est le cas des deuils pathologiques où le déni, le clivage, la scotomisation, l'encryptage, je fais référence à Nicolas Abraham et Maria Torok, ont un effet durable, voire définitif, d'engloutissement mémoriel du deuil. C'est le cas également des deuils mélancoliques. L'ombre de l'objet protecteur perdu vient recouvrir entièrement le moi, l'éclipser, l'effacer, l'envahir, l'annihiler. Cette ombre de l'objet perdu est celle de Thanatos et va être le prélude, le substrat à l'effacement mnésique complet qui s'étend progressivement jusqu'à effacer et le sujet et le deuil lui-même. Il survient notamment lorsque la personne chère décédée représentait un être pivot, étayant, dans la vie du sujet, un alter ego essentiel et contraphobique parfois. La mélancolie du survivant s'exprime par la culpabilité d'être vivant en lieu et place de l'être cher. L'être cher pouvait représenter ou être investi comme un double narcissique permettant de se garder de l'anéantissement. Avec sa disparition d'assurance de survie qu'il était, il devient l'inquiétant avant-coureur de la mort, ce que Freud développe dans son article sur l'inquiétante étrangeté. À mon sens, cette mélancolie du survivant peut enclencher le processus démentiel qui voit se mettre en place la disparition ou la mort psychique du sujet dans une sorte d'adieu de l'être à lui-même. Je cite Catherine Malabou dans son texte « Anthologie de l'accident ». Troisième cadre psychopathologique, les phobies graves. La phobie procède d'un phénomène de refoulement, de condensation, de déplacement de l'angoisse sur un objet ou une situation qui devient dangereuse, figeant les possibilités d'association et mettant à l'écart le sexuel. En effet, dans la phobie et dans l'hystérie d'angoisse très proche, l'angoisse est due à une représentation fréquemment liée à la sexualité, produisant une fuite
qui par déplacement oriente vers une représentation substitutive. Représentation qui joue alors le rôle de signal d'angoisse et d'écran devant la vraie raison, ainsi mise à l'écart, oubliée. Ce qui déporte le sujet du côté de Thanatos, en effaçant une part de lui-même qui lui devient part morte, part dangereuse ou inabordable. Cela pouvant aboutir à ce que toute l'organisation de la personnalité soit fondée sur cette nécessité vitale de mise à l'écart qui réduit comme peau de chagrin le tissu associatif, laissant le champ libre au règne de la pulsion de mort. Je citais un article de Françoise Chavannes, l'animal figure du trauma dans la cure, à propos du récit de Patrice Süskind, le pigeon. La quatrième occurrence, c'est les traumatismes sexuels et le viol. Avoir subi un traumatisme pourrait donc être représenté dans l'appareil psychique par un trou dans le moi peau, trou à partir duquel l'enveloppe des mémoires se détacherait en lambeaux. C'est une citation de Toby Nathan. Dans les traumatismes sexuels et dans le viol, les mécanismes de défense mettent en jeu des processus de refoulement, de clivage, d'annulation, voire de scotomisation de l'événement traumatique, tels que la scission corps-esprit, sensation conscience pouvant aller jusqu'à l'éotoscopie, où le sujet s'extrait de la scène en la regardant de l'extérieur comme si elle arrivait à quelqu'un d'autre, l'absentification, le vécu d'anéantissement lié à une angoisse de mort imminente. Tous ces mécanismes se conjuguent pour instituer l'oubli ou la scotomisation, le clivage, et voiler le souvenir traumatique entre un « je ne sais plus » et le « je ne veux plus savoir » ou « je n'en peux plus de me souvenir ». En guise de conclusion très provisoire, je dirais ceci. Sylvie Le Poulichet, dans son ouvrage Psychanalyse de l'informe, nous rappelle que l'événement traumatique se déploie dans une relation d'effraction qui en vient à abolir partiellement ou non la partition entre le dehors et le dedans, la limite entre le moi et le non-moi. Cette abolition des limites ne permet plus la mise en histoire du vécu traumatique, ni son inscription mnésique. Danger externe et danger interne, danger réel et revendication pulsionnelle en viennent à se confondre en une identification d'angoisse, d'effroi ou de terreur. Seule la construction d'une nouvelle surface de réception et d'inscription des événements traumatiques dans le transfert peut permettre d'instituer à nouveau un espace où le je peut advenir. Ce travail permettra alors de différencier le vif du mort, ainsi que les limites entre l'être et le non-être, l'animé et l'inanimé, les parties de corps des ancêtres et le corps propre. Dans les traumas sexuels graves autant que dans les deuils mélancoliques s'associe fréquemment à la symptomatologie l'angoisse de mort. Écoutons ce qu'en dit Sigmund Freud en 1923 dans Le Moi et le Ça. Je cite, « L'angoisse de mort de la mélancolie n'admet que cette seule explication. Le moi s'abandonne parce qu'il se sent haï et persécuté par le surmoi au lieu d'être aimé. Il se voit abandonné de toutes les puissances protectrices et se laisse mourir. » Ces différentes configurations psychopathologiques entament durablement, voire définitivement, le fonctionnement mnésique du sujet et laissent une fragilisation extrême de l'enveloppe de mémoire lorsqu'un travail psychanalytique n'est pas entrepris qui pourrait les atténuer. Nous faisons l'hypothèse que ces entames, ces lacunes mémorielles, ces blessures du tissu de mémoire sont le terrain qui laisse place à la progression d'une démence, qui favorise cette installation destructrice de l'être, qui vit désormais entre vie et mort. Je voudrais terminer mon propos en vous citant les questions que se pose la philosophe Catherine Malabou à la lecture de l'éthique de Spinoza dans son essai « Étiologie de l'accident ». Comme s'il existait un entre-deux de la vie et de la mort, comme s'il existait une mort partielle résultant d'une mystérieuse métamorphose du corps et des affects, une métamorphose destructrice de la nature d'un être, d'où naît un être nouveau, en quelque sorte mort-vivant.